Le terrorisme est souvent perçu comme une des principales menaces pour la sécurité des populations et celle des États. Mais est-ce qu'il s'agit d'un phénomène global ou d'actes spécifiques? Eh bien, les cartes peuvent aider à repérer les situations et apporter l'esprit de nuance. Alors rappelons-nous, Londres et Washington ont justifié l'intervention en Irak par la présence supposée d'armes de destruction massive dans ce pays et par les liens supposés entre le régime irakien et Al-Qaïda. Il s'agissait de mettre en œuvre la Global War on Terror. Or, cette intervention a produit des effets exactement inverses aux objectifs recherchés. Pas de lien prouvé entre le régime irakien et Al-Qaïda, mais c'est justement après cette intervention que le terrorisme a pu se développer en Irak. Jusqu'au début des années 90, différents mouvements pratiquaient le terrorisme comme mode d'action militaire ou politique. L'IRA en Irlande du Nord, le TA au Pays Basque, le Sentier lumineux au Pérou, certains mouvements palestiniens contre l'État d'Israël, et rien ne liait ces mouvements entre eux, et chacun avait un objectif politique national, voire local. Ce qui est nouveau dans les années 90, c'est l'apparition d'un terrorisme globalisé, très médiatisé, et plus spécifiquement lié à la mouvance islamiste, la mouvance sunnite Al-Qaïda voyant le jour à la suite d'une série d'événements politiques. Alors justement, faisons un bref rappel. Le premier événement est la guerre d'Afghanistan dans les années 80. Ce pays est envahi fin 79 par les troupes soviétiques. Une résistance afghane se met en place, soutenue plus tard par les États-Unis et l'Arabie saoudite, s'appuyant sur la base arrière du Pakistan voisin. Cette résistance va être rejointe par des combattants venant des pays du Golfe et d'Égypte, notamment, où ils trouvent en Afghanistan l'occasion de mener un combat au nom de la défense de l'islam. C'est le djihad. Le Saoudien Oussama Ben Laden en est l'un des organisateurs et c'est depuis Peshawar qu'il va développer son réseau de djihadistes étrangers et fonder l'organisation Al-Qaïda, ce qui veut dire la base en arabe. Le deuxième événement, c'est la multiplication dans les années 90 de conflits dans des régions dont les populations sont à majorité musulmane, comme en Bosnie, comme dans le Caucase ou encore au Cachemire. Autant de fronts où il convient d'importer le djihad, avec d'ailleurs des succès variables. En Tchétchénie, l'influence d'Al-Qaïda ne fera qu'accroître la répression de l'armée russe et sera finalement un désastre pour la cause tchétchène. Troisième événement, l'instauration d'un pouvoir fondamentaliste à Kaboul, avec le régime des talibans. Ben Laden s'allie avec ce régime en 1996 afin de donner une assise territoriale à son organisation. Les attentats de 1996 contre les intérêts américains en Arabie saoudite, contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya en 1998 sont attribués à Al-Qaïda et ils préfigurent les attentats du 11 septembre. Lorsque le gouvernement taliban est renversé en Afghanistan à l'automne 2001, Al-Qaïda se retrouve désorganisé, mais c'est justement l'ouverture d'un deuxième front en Irak en 2003 par les États-Unis qui va lui donner un autre théâtre d'action et d'entraînement. L'Irak est devenu depuis un théâtre d'opération pour les djihadistes venus d'Arabie saoudite, de Syrie, de Libye, du Maghreb. Al-Qaïda est donc international par son recrutement, mais aussi par ses objectifs, à savoir imposer un régime islamiste du Maroc à l'Indonésie, avec des références au Dar el-Islam, cette terre de l'islam à l'époque où cette religion se diffuse depuis les premiers califes, puis sous les dynasties omeyyades et abbassides. Il s'agit de reconstituer ce califat unique des origines. Le monde musulman est fragmenté en deux grands courants, le sunnisme et le chiisme, eux-mêmes divisés en de multiples écoles. Il est divisé entre notamment les peuples, perses, arabes, turcs notamment, divisés en États dont les chefs n'entendent nullement se départir de leur pouvoir. Alors Al-Qaïda peut justement jouer sur le ressentiment qui existe dans le monde musulman à l'égard des régimes en place, tous autoritaires, et presque tous soutenus par la diplomatie américaine. Deux exemples. Les États-Unis sont l'allié de l'Égypte,
dont le régime n'a pas connu d'alternance politique depuis 1981. Et s'il y avait dans ce pays des élections libres, les islamistes seraient sans doute majoritaires au Parlement au Caire. Les États-Unis également sont l'allié du régime saoudien. Et ils ont maintenu là une présence militaire importante après la guerre du Golfe en 1991, ce qui est vu comme un sacrilège par les islamistes, car l'Arabie saoudite abrite les lieux saints de l'islam, la Mecque et Médine. En résumé, Al-Qaïda a donc plusieurs cibles. Les régimes arabo-musulmans, autoritaires et laïques, les États-Unis, présents militairement en Afghanistan et en Irak, Israël, qui est vu comme un État illégitime, le Royaume-Uni, pour sa présence en Afghanistan et en Irak, la France, pour son soutien au régime algérien, sa présence en Afghanistan, ou encore la loi sur le voile, eh bien, cela fait tout de même beaucoup d'adversaires, et les cibles d'Al-Qaïda peuvent sembler d'autant plus globales que Ben Laden ou Al-Zawahiri font une utilisation intelligente d'Internet pour préparer et revendiquer les attentats. Sauf que Al-Qaïda n'est pas le commandement central, l'organisateur de toutes les opérations terroristes, et certains mouvements ont leur histoire propre. Par exemple, la branche Al-Qaïda pour le Maghreb islamique, créée en 2006, est le nouveau nom d'un groupe islamiste déjà existant, le GSPC. Ce groupe vise en priorité la France et les régimes maghrébins. Ensuite, on prête à Al-Qaïda bien plus d'attentats qu'il n'en prépare. Ainsi, les attentats de Londres en juillet 2005 ont été commis non pas par des étrangers, mais par des jeunes Britanniques bien intégrés et sans lien direct avec Al-Qaïda. Et puis enfin, plusieurs mouvements terroristes ont des objectifs locaux ou nationaux et non pas globaux. C'est le cas du Hamas dans la bande de Gaza, dont l'objectif est la lutte contre Israël et la conquête du pouvoir au sein du futur État palestinien. Au Liban, le Hezbollah est soutenu par l'Iran, il défend l'intérêt des chiites libanais et s'oppose à Israël. Alors il y a une ambiguïté fondamentale dans la définition même du terrorisme, car on confond la méthode et le but, la fin et les moyens, puisque le terrorisme est avant tout un mode opératoire et une arme de communication, mais certainement pas un ennemi global. Le terrorisme aujourd'hui, c'est le fait de mouvements épars, aux objectifs divers. La menace est diffuse, elle est difficile à déceler, surtout avec le développement des attentats suicides. Mais le concept même de terrorisme global ou de guerre contre la terreur, qui est défendu par l'administration américaine, est faux. Cela se veut une idéologie mobilisatrice, mais c'est inadapté et comme pensée politique et comme stratégie militaire. On ne peut pas vouloir faire en même temps la guerre à Al-Qaïda, aux talibans, au Hezbollah et à l'Iran en pensant qu'il s'agit du même ennemi.